Buenos días, amigos. Permettez-moi, chers amis, de m'exprimer dans ma langue maternelle, celle qu'on a si joliment rebaptisée la langue de Molière. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre accueil particulièrement chaleureux, comme il est de tradition de la part du grand peuple mexicain. Muchas gracias. En tant que Français et qu'ancien militaire, ce pays m'évoque la bataille de Cameron de 1863, bataille héroïque où 163 légionnaires français firent face à 1500 soldats mexicains. En dépit de ce gigantesque surnombre, les soldats français, même lorsqu'ils furent réduits à 5 hommes, refusèrent de se rendre et chargèrent à la baïonnette. Finalement, le grand chef mexicain Francisco de Paula Melón, impressionné par leur valeur, accepta leur reddition avec les honneurs de la guerre et les traita avec égard et dignité. Mes chers amis, ce sont ces attitudes chevaleresques de part et d'autre lors de tels événements qui créent les liens les plus forts entre les hommes et les nations. Chers amis, si cet esprit manque aujourd'hui à notre monde, il flotte ici à la CIPAC, à Mexico, un véritable souffle de courage, de liberté et de vérité. L'idée de liberté, si importante pour nous, est née en Europe, d'abord en Grèce, plus tard en Angleterre, puis en France. Cette liberté politique, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'élection. Mais c'est aussi la liberté des nations, souveraineté, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et indépendance nationale. Vous savez que même la liberté peut être invoquée pour justifier l'oppression. Et vous appelez très justement libéraux ceux qui aujourd'hui, au nom même des droits individuels et collectifs, écrasent nos vraies libertés. Vous connaissez leurs outils et leurs méthodes. Et nous vivons en Europe depuis une trentaine d'années sous ce système qui rend à restreindre tant nos libertés. Vous ne pouvez avoir idée de ce côté de l'Atlantique du véritable carcan qu'est l'Union européenne. Aux États-Unis, la Cour suprême veille scrupuleusement sur l'équilibre des pouvoirs, les prérogatives des États et le respect rigide de la Constitution. Mais les institutions européennes, comme la Commission européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, ne cessent de rogner sous la souveraineté des États. Il y a 30 ans, le socialiste Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, sommait les mouvements politiques nationaux comme le nôtre d'abandonner la politique au motif que la réalisation d'une Europe fédérale allait définitivement enlever toute marge de manœuvre, voire toute légitimité à notre combat politique. Ce seul fait en dit long sur la véritable portée de ce projet qu'est l'Union européenne, un projet qui vise à substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Union européenne s'est employée à imiter et à reproduire ce que les soviétiques n'avaient pu faire, broyer l'identité de ces peuples et faire naître un homme nouveau de leurs cendres. Mais cette fois, les technocrates de Bruxelles ont les moyens techniques, les moyens numériques, les moyens administratifs de mener à bien leurs plans néfastes en s'immisçant dans la vie de chaque citoyen. Malgré cela, nous n'avons pas renoncé au combat et n'avons fait que renforcer notre détermination. Ici, en Amérique, la démocratie directe est une chose qui a un sens. La démocratie directe, depuis la Grèce antique, c'est le système politique le plus crédible et le plus légitime pour traduire la volonté du peuple. Et ce n'est pas un hasard si depuis longtemps, le référendum d'initiative populaire figure dans nos programmes politiques respectifs. Lorsqu'on a donné une seule fois le pouvoir aux peuples européens, 2 d'entre eux ont refusé très nettement la dérive toujours plus fédéraliste que contenait le projet de constitution européenne. En mai 2005, en l'espace de 48 heures, le peuple français puis le peuple néerlandais répondirent de la même façon « non ». Ce qui n'empêcha pas la classe politicienne représentée par Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, qui se succédèrent au pouvoir quelques années plus tard, de faire passer par voie parlementaire le traité de Lisbonne pour en quelque sorte remplacer la Constitution européenne qui avait pourtant été rejetée par les peuples. Depuis, les forces issues des droites nationales se sont levées en Europe. Et rassembler toutes ces forces-là
n'est pas simple car chacune défend son propre intérêt national. Mais au fur et à mesure que la convergence entre nos mouvements prenait forme, nous avons pris conscience que nos querelles ancestrales importaient moins que le danger majeur auquel nous devions tous faire face. Une Union européenne antidémocratique, technocratique, mondialiste, immigrationniste. C'est pourquoi nous avons bâti des alliances qui désormais pèsent en Europe grâce à tous les succès de nos alliés. En France, nous sommes fiers que le Front National, devenu le Rassemblement National, ait été le premier de cordée de ce vaste mouvement populaire. Et je suis fier d'en être un des porte-parole aujourd'hui, avec d'ailleurs quelques amis ici venus présents représenter cette délégation française. Dès 1984, nous faisions notre entrée remarquée au Parlement européen. En 2014, un grand coup de semonce est venu frapper les esprits conformistes du côté de Bruxelles. Nous parvenions alors à former le groupe Europe des Nations et des Libertés, qui est devenu le groupe Identité et Démocratie. Aujourd'hui, grâce au travail inlassable de notre candidate Marine Le Pen, à qui je rends hommage, et de notre nouveau président Jordan Bardella, nous atteignions les 41% à l'élection présidentielle dernière et faisions élire 89 députés à l'Assemblée nationale française, qui est bien sûr un record historique. Quel progrès immense accompli depuis nos 0,74% de 1974. Ce progrès, nous l'avons accompli pied à pied, seuls contre tous, face au mode de scrutin le plus désavantageux qui soit et malgré une haine médiatique constante. En Italie, nos amis de la Ligue, dirigés par Matteo Salvini, sont aujourd'hui associés au pouvoir aux côtés du Premier ministre Giorgia Meloni, que je tiens aujourd'hui aussi à saluer et à féliciter. Mais le réveil des patriotes ne s'arrête pas là. Nos amis flamands du Vlaams Belang se sont relevés plus fort que jamais après une dissolution scélérate organisée par les élites belges. L'Allemagne s'est elle aussi levée contre la politique démente de Merkel en matière d'immigration, et je salue nos partenaires de l'AfD qui nous accompagnent au Parlement européen. Mais aussi, j'en oublierai peut-être, Vox en Espagne, Chega au Portugal, le SPD en République tchèque, le Parti du peuple au Danemark, les vrais Finlandais en Finlande, ainsi que plusieurs partis nationaux dans les pays baltes. Mais encore, la Suède, où les démocrates suédois qui luttent en première ligne contre le modèle dit multiculturel suédois ont apporté leur concours au nouveau gouvernement qui a mis fin au pouvoir de la gauche immigrationniste. C'est incontestable, nous sommes la grande force politique de l'avenir en Europe, celle qui mettra fin à ce projet dément d'Europe fédérale, qui n'est en fait que la déclinaison à l'échelle de notre continent d'un plus vaste projet visant à la gouvernance mondiale. Dans ce combat, nous sommes les héritiers de l'Europe des nations, des peuples, des solidarités, et les seuls qui puissions aujourd'hui revendiquer le legs du général de Gaulle, hostile d'emblée à la dérive fédéraliste de l'Union européenne. Nous sommes aussi les défenseurs et les héritiers de cette Europe réelle, de cette Europe charnelle, de cette Europe naturelle représentée par 30 000 ans de civilisation. Le grand écrivain français Paul Valéry écrivait « Est européenne une terre qui a été romanisée, christianisée et soumise à l'esprit des Grecs ». C'est pourquoi nous refusons cette Union européenne dont le projet est à l'exact opposé, submersion migratoire, promotion d'idéologies nuisibles telles que le LGBT et le wokisme, mais aussi mondialisme et libre-échangisme. On nous accuse souvent d'être contre l'Europe, d'être anti-européens. Nous ne le sommes pas, nous sommes profondément européens. Mais nous voulons une grande Europe libre, souveraine, qui respecte la voix des peuples. Nous sommes des Européens, mais nous sommes contre l'Union européenne fédérale qui bafoue l'esprit et la parole des peuples. L'Union européenne a repris le principe soviétique brejnevien de la souveraineté limitée et y a ajouté celui de démocratie limitée. Vous voyez comme elle s'en prend systématiquement à la moindre initiative des gouvernements hongrois et polonais qui ne font que défendre leurs valeurs et leur culture et dont les électeurs ont confirmé sans cesse la légitimité. Bruxelles utilise contre eux le pire des chantages, les privés de fonds européens et de leur droit de vote au sein du Conseil européen. Quelle honte! Mais les mondialistes ont la mémoire courte et oublient que ces deux peuples, par eux-mêmes,
au prix de sacrifices inouïs, se sont libérés du pire des totalitarismes, le communisme et ses 100 millions de morts. Cette volonté farouche de liberté est ce qui a toujours animé profondément les Européens, parce qu'ils ont repoussé les invasions islamiques, des plaines de Poitiers aux eaux de Lépante et aux portes de Vienne, parce qu'ils ont vaincu les totalitarismes et notamment le pire d'entre eux, le communisme. Un jour peut-être plus proche qu'on ne le croit, ils se libéreront du joug mondialiste. Ce jour-là, les forces nationales et populaires en Europe seront au rendez-vous, parce que nous aurons fait nôtre ce slogan emprunté à Lénine, nationaux et patriotes de tous les pays, unissez-vous. Alors amigos, somos el futuro, somos la tenencia, somos la resistencia.